Allons maintenant au Burundi, au cœur de l'Afrique, un pays plongé dans une crise depuis 3 ans en avril, une crise qui est née avec l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, ce que la Constitution ne lui permettait pas, selon ce qu'estiment bien des gens. Et voilà maintenant que les citoyens sont conviés aux urnes pour se prononcer sur une modification de la Constitution qui permettrait au président Nkurunziza d'effectuer 2 mandats supplémentaires, qui plus est des septennats et non pas des quinquennats, donc 14 ans de plus au pouvoir. Nos invités pour en parler, Mamoudou Gazibo, qui est professeur au département de sciences politiques ici à l'Université de Montréal et chercheur au Cerium également. Votre expertise, M. Gazibo, ce sont les processus de démocratisation, notamment en Afrique, ainsi que les enjeux de développement, de paix et de sécurité. À vos côtés, Amici Manirabona, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et vous, votre expertise, c'est le droit pénal international. À tous les deux, messieurs, bonjour. Bonjour. D'abord, M. Gazibo, peut-être une très brève mise en contexte pour comprendre la crise actuelle au Burundi depuis 3 ans. Il faut remonter à la guerre civile qui a secoué le pays dans les années 90, c'est ça? Oui, exactement. Dans les années 90, il y a eu une première élection démocratique au Burundi, suivie de l'assassinat du premier président élu. Et cela a déclenché une guerre civile qui a duré plusieurs années. Et puis, finalement, on a pu mettre fin à cette guerre civile par des négociations, notamment l'accord de paix d'Arusha, donc qui a mis un peu la table pour les institutions qui ont régi le Burundi pendant 10 ans. Sauf qu'à la fin de son 2e et dernier mandat constitutionnel, le président a voulu prolonger, on va dire, rester au pouvoir plus longtemps. Et bien entendu, quand on connaît l'histoire du Burundi, tous les observateurs pouvaient bien imaginer que cela replongerait le pays dans la crise. Donc voilà un peu brièvement où on en est. Parce que tout le débat repose là-dessus à la base. C'est que le président Pierre Nkurunziza a été élu en 2005 au terme des accords d'Arusha, mais il n'a pas été élu au suffrage universel. Et c'est là où les avis divergent. Certains disent qu'il avait droit à 2 mandats au suffrage universel et d'autres disent qu'il avait droit à 2 mandats, point. Et c'est beaucoup là où les avis divergent, c'est ça? Il faut dire que la Constitution n'était pas claire. Les articles de la Constitution étaient vraiment ambigus, donc ce qui a permis une interprétation favorable au président sortant. Donc en cas d'ambiguïté, c'est toujours difficile de dire que telle interprétation n'est pas conforme. Donc, à mon avis, l'interprétation qui a été donnée par la Cour constitutionnelle était, à mon avis, raisonnable. Ce n'était pas exagéré. Je ne suis pas d'accord, pour peut-être 3 raisons. La première, c'est que la Constitution elle-même, elle incorpore l'esprit de l'accord de paix d'Arusha. Et dans l'accord de paix d'Arusha, il était dit que pour calmer les minorités en particulier, il fallait que, même si à terme l'élection se ferait au suffrage universel direct, que la première élection se fasse au suffrage indirect. Donc ça, c'est un premier point. Il faut vraiment distinguer entre la lettre de la Constitution et son esprit. Deuxième élément, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise, à mon avis, planifiée de restauration d'une dictature, parce qu'en 2014 déjà, le président avait tenté de modifier la Constitution, de faire approuver une révision constitutionnelle qui a échoué à 1 voix près à l'Assemblée nationale. Puis ça a été déjà à l'époque suivi de violences. Puis la Cour constitutionnelle dont mon collègue parle, il faut savoir dans quelles conditions elle a approuvé cela. Le vice-président de la Cour a fui, il est en exil. Le président et certains membres de la Cour sont aujourd'hui ministres, conseillers du président. Donc c'est l'intimidation d'une part, et la carotte d'autre part, pour forcer, en fait, ce que l'on voit aujourd'hui. Juste, en fait, je voudrais enchaîner quand même sur le référendum, parce que là, depuis 2015, je comprends bien ce qui a mené à la crise actuelle. Depuis 2015, le fait est qu'il y a eu des manifestations qui ont été réprimées assez violemment. Il y a eu plus d'1,5 million de personnes qui ont fui. Il y a 1,5 million de réfugiés à l'extérieur des frontières du Burundi maintenant. Il y a eu plus d'1 millier de morts dans les violences. Il y a des violations répétées des droits de la personne selon plusieurs organisations internationales, aussi bien l'ONU que la Cour pénale internationale, qu'Amnesty International et que Human Rights Watch, et des violations notamment commises par ce qu'on appelle les Imbonerakure, qui est la ligue de jeunesse du parti au pouvoir, qualifiée de milice par les Nations Unies. Alors, dans ce contexte-là,
peu importe à qui est la faute. Là. Mais dans ce contexte-là, est-ce que c'est légitime de penser tenir un référendum? Est-ce que le scrutin, est-ce que le résultat du scrutin va être légitime? Je vais d'abord intervenir sur l'accord d'Arusha qui a été incorporé partiellement dans la Constitution parce que on voit plusieurs dispositions de l'accord d'Arusha qui ont été incorporées dans la Constitution, notamment le partage des postes politiques. Alors, on peut se demander, un bon juriste, pourquoi on n'a pas été clair sur la question des mandats. Donc, c'est là tout le problème. Maintenant, si je reviens à la légitimité du référendum, il faut dire que la crise, oui, elle a commencé en 2015. Il faut dire que dans la logique du pouvoir actuel, on est dans la normalité. Ceux qui sont à l'étranger, notamment ceux qui ont tenté le coup d'État, il ne faut pas oublier le coup d'État qui a été tenté le 13 mai 2015. Oui. Le pouvoir pense qu'eux, ils n'ont pas à être associés parce qu'ils se sont inscrits dans l'illégalité. Donc, il faut les juger. D'ailleurs, on a un certain nombre qui ont été arrêtés. D'accord. Donc, c'est la normalité. Mais je pense qu'on exagère, surtout les médias, ils exagèrent la situation actuelle. L'ONU... il faut dire qu'on a une bonne institution internationale, mais qui, des fois, est instrumentalisée par des politiques, des intérêts. On y reviendra, mais est-ce qu'on peut tenir un scrutin actuellement au Burundi? Écoutez, je pense il n'y a pas d'exagération. Le Burundi, c'est un petit pays d'une dizaine de millions d'habitants. Aujourd'hui, 10% de la population est soit en exil, soit emprisonnée, soit tuée. C'est quand même dramatique. Donc, il n'y a pas d'exagération. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en réalité, le coup d'État qui a été tenté, c'est la conséquence de l'entreprise de confiscation du pouvoir. Vous savez, lors de l'accord de paix d'Arusha, les premières constatations qui ont été faites, c'est que les crises du Burundi résultent de plusieurs facteurs, parmi lesquels essentiellement le fait que les hommes politiques tentent de confisquer le pouvoir et le fait que, dans un contexte ethnique fragmenté comme cela conduit souvent à des drames. Donc, il n'y a pas d'exagération et je pense que l'entreprise actuelle, elle n'est pas légitime. Et alors, il y a des intimidations. Ceux qui veulent faire campagne pour le non sont interdits de faire campagne, sont emprisonnés. Donc, le référendum n'a pas lieu. C'est un élément intéressant parce que la campagne ne doit durer que deux semaines, donc commencer au début mai. Et déjà, des partisans du non sont arrêtés, alors que le camp présidentiel fait déjà campagne avec des campagnes d'explication du référendum. Est-ce que c'est pas un peu truqué d'avance? Oui, mais il faut que je revienne un tout petit peu sur ce que mon collègue a dit, parce que il ne faut pas rejeter toute la responsabilité sur le pouvoir, parce que vous-même, vous avez mentionné le coup d'État qui a vu l'assassinat du premier président démocratiquement élu au Burundi. Il en a parlé. Donc, pour moi je viens de là-bas, je connais bien la situation. Ce qui a été tenté en 2015, c'était comme une répétition de ce qui a été fait en 1993. Oui, mais indépendamment des violences qui ont précédé, la situation actuelle permet-elle de tenir un scrutin dont le résultat sera légitime? Comme je vous l'ai dit, on a des gens... La réponse oui, est non. On a des gens... Non. Moi, je pense que oui, parce que le gouvernement s'inscrit dans la normalité. Et comme je le dis souvent, l'essentiel, c'est qu'on laisse les gens s'exprimer. Il y a des gens qui font campagne pour le non. Et puis, il y en a effectivement... Mais qu'en est-il de la situation des droits de l'homme au Burundi actuellement? Il y a des journalistes persécutés ou en exil? Elle est catastrophique. Il y a le président de la commission des droits, d'une des organisations de droits de l'homme qui a failli être assassiné. Son enfant, je crois, a été assassiné. Il y a un journaliste connu mondialement qui est en exil aujourd'hui parce qu'il a été battu sous les yeux d'un des principaux conseillers du président. Il y a... Combien? 600 000, 500 000 Burundais qui sont réfugiés aujourd'hui dans les pays voisins. Les réfugiés, il y en a toujours eu au Burundi. Il y a des crises ce n'est pas une raison. Depuis 40 ans, il y a des crises en répétition. Bien sûr, mais justement, il faut arrêter cela. Il y a la responsabilité des médias au Burundi qui ont je ne dirais pas que la responsabilité totale, mais une certaine part de responsabilité. Les médias qui ont fait peur à la population de fuir. Écoutez, ils savaient ce qui s'en venait, ils savaient le coup d'État qui s'en venait, ils étaient au courant en fait, la logique, c'était de provoquer un peu on comprend bien votre idée. Donc, déstabiliser le pouvoir. Je ne suis pas burundais. Déstabiliser le pouvoir. D'accord.
Donc, je ne suis pas burundais, mais je vais juste dire deux choses. On instrumentalise la situation. Attendez. On exagère pour faire mal au pouvoir. Laissons compléter M. Gazibo. Je voulais juste dire que je ne suis pas burundais, mais je suis un comparatiste. Je viens d'un pays, le Niger, qui a connu le même processus de révision constitutionnelle d'un président qui voulait perdurer au pouvoir, et c'est un coup d'État militaire qui a permis de revenir aux institutions démocratiques. Et je vais dire une autre chose. J'ai présidé une réforme constitutionnelle. Donc, ces questions-là, je les connais très bien. Alors, dans le cas du Burundi, c'est Rousseau qui dit que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Avant que le président s'engage dans ces réformes-là, il n'y a pas eu ces problèmes, ces crises et ces réfugiés. C'est à partir du moment où il a voulu confier... Oui, je sais, en 2010, après les élections. Chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours les mécontents qui veulent provoquer le désordre afin d'être associés au pouvoir. C'est pas du désordre. Non, dans une démocratie, on doit respecter la volonté populaire d'une part, mais aussi le droit à la contestation. Aujourd'hui, on ne peut pas contester au Burundi. Ceux qui contestent sont morts, sont réfugiés ou sont disparus. Il faut voir comment ils ont contesté. Ils ont contesté avec les armes. Monsieur, écoutez, ils ont contesté avec les armes. Pour vous. Non, mais attendez. Les gens qui manifestent dans la rue au Burundi, les gens qui veulent s'exprimer contre le président, est-ce qu'ils peuvent le faire librement? Maintenant, ils ne le font plus parce qu'il n'y a plus de raison. Parce que ce qu'ils l'ont fait avant, ils étaient motivés, ils étaient même payés, ils s'étaient bien organisés pour déstabiliser le pouvoir. Donc, selon vous, toute personne qui s'oppose est forcément quelqu'un qui est rémunéré, on a des opposants qui a la solde des puissances étrangères. À l'époque, pendant la crise de 2015, maintenant, il n'y a plus de crise. Donc, tout va bien au Burundi en ce moment? Tout va bien. Demander aux diplomates qui se promènent même sans garde du corps à Bujumbura. Moi, je dirais, allez dans les camps de réfugiés des pays voisins, allez poser la question. Les réfugiés qui sont au Rwanda et ont demandé d'être rapatriés, on leur a refusé. D'accord. Passons à la question suivante. L'ONU refuse que les réfugiés rentrent. Passons à la question suivante et on terminera là-dessus, malheureusement. Si M. Nkurunziza, le président, est reconduit au pouvoir pour encore 14 ans. Quel risque d'être l'impact sur le Burundi? Depuis 10 ans, est-ce qu'il a aidé à améliorer la situation du Burundi et qu'est-ce qu'il peut faire pendant 14 ans de plus? Moi, je pense que ce qu'il a fait, ce qu'il a contribué à faire, c'est vraiment la stabilisation du pays. Et c'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'après une dictature, il y a eu... Je cède la parole à M. Gazibo. Vous savez, qu'il ait un bon ou un mauvais bilan ne compte plus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce que dit mon collègue, il a plongé son pays dans la déstabilisation. Voilà un pays où on a réussi à avoir des accords de partage du pouvoir, de faire en sorte que les crises récurrentes du Burundi cessent. Et ça a fonctionné pendant quelques années. Il a fait écrouler tout cela et que son bilan soit bon ou mauvais ne change rien. C'est une question de principe. Monsieur Mamoudou Gazibo, professeur au département de sciences politiques à l'Université de Montréal et chercheur au Cerium. Monsieur Amissi Manirabona, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste du droit pénal international. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.